Un procès dans ces conditions ressemblait plus à un sacrifice rituel qu'à la justice. Le procès de Jamila Bouhirad et de ses camarades en juillet 57 en est l'exemple le plus célèbre. Il est loin d'être unique. Il ne servait à rien aux accusés de parler des tortures qu'ils avaient subies. La justice d'Alger se comportait alors comme aujourd'hui celle d'Athènes. Au procès d'un groupe d'intellectuels d'Oran, Evelyne Lavalette, dirigeante d'Action catholique, voulut faire la preuve médicale de son supplice. Le substitut Bousquet s'en tira par une boutade. « Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de sainte Evelyne, martyre, mais pour juger Evelyne Lavalette, complice des assassins. » Le colonel Gardon, commissaire du gouvernement, conseiller juridique du général Salan et ancien représentant de l'accusation au procès des assassins d'Oradour, réclamait « un droit qui ait des dents ». Les avocats n'avaient parfois d'autres ressources, même lorsqu'ils acceptaient la règle du jeu, ce qu'ils ne faisaient pas tous, que d'abandonner la barre et de tenter de faire appel à l'opinion publique. Les verdicts étaient ce qu'ils devaient être sous la pression de l'opinion, pied noir, qui liait son destin aux condamnations à mort. Ainsi fut exécuté le 11 février 57 parmi beaucoup d'autres Fernand Yveton, ouvrier à la compagnie électricité et gaz d'Algérie, auteur d'un attentat par explosif qui ne pouvait faire et n'avait fait aucune victime. En outre, ces verdicts n'étaient pas soumis à la Cour de cassation à Paris, mais à un tribunal militaire de cassation, instrument beaucoup plus expéditif. Fait encore plus grave, il suffit de confronter les dates des exécutions capitales avec celles des événements politiques pour noter que le président de la République accordait ou refusait la grâce en fonction de la situation politique immédiate. Les têtes tombaient quand il était nécessaire de calmer les ultras. Le prétexte de la manifestation du 13 mai 58 fut fourni par l'exécution de 3 soldats français par le FLN. Combien de Français réussirent alors à comprendre qu'un tel acte n'était pas plus odieux que tant d'exécutions survenues à Alger sans provoquer de protestation, et auxquelles répondait explicitement la décision du FLN? Sous l'Ancien Régime, il existait à côté de la justice ordinaire des tribunaux extraordinaires formés de juges expressément désignés par le roi et envoyés dans les provinces pour réprimer les abus et rétablir l'autorité de l'État dans sa fonction essentielle qui est de rendre la justice. Le peuple appelait ces assises extraordinaires les grands jours. Des assises de ce type eurent lieu à Clermont du 26 septembre 1665 au 30 janvier 1666. L'historien Bégonod, qui découvrit et publia le récit qu'avait écrit à cette occasion l'abbé Fléchier, notait: on y porta plus de 12 000 plaintes. Une multitude de causes y furent jugées, tant civiles que criminelles, et dans ces dernières, qui voit-on sur la sellette des accusés, les personnages les plus considérables de l'Auvergne et des provinces circonvoisines, par leur naissance, leur rang, leur fortune, des juges, des prêtres même. Pendant des années, l'Auvergne avait été systématiquement mise au pillage par une noblesse locale devenue, dans les faits, indépendante. En rétablissant la justice telle qu'on la concevait à cette époque, les grands jours d'Auvergne rétablirent provisoirement l'ordre. Les chants populaires conservèrent longtemps le souvenir de ces événements. Assurément, l'annonce par le gouvernement Molé le 5 avril 57 de la création d'une commission permanente de sauvegarde des droits et des libertés individuelles produisit, mutatis mutandis, un peu l'effet que, sous l'Ancien Régime, devait provoquer l'annonce d'une session des grands jours. Peur pour les coupables, espoir pour les victimes, celles du moins qui n'avaient pas perdu toute illusion sur la justice française. Soulagement enfin parmi ceux qui avaient jusqu'alors protesté en vain contre les formes prises par la répression. Enfin, on allait savoir. Mais ce sentiment était surtout exprimé par ceux qui ne voulaient pas savoir. La presse libérale mit aussitôt une sourdine à ces campagnes.
qui jusqu'alors n'avait pas été d'une exceptionnelle vivacité. Installant le 10 mai 57 la commission dans ses fonctions, Guy Mollet avait été formel. Le gouvernement entend que votre commission agisse en pleine indépendance. Il vous appartiendra de désigner votre président, de fixer vos règles de fonctionnement, de déterminer l'étendue des pouvoirs qui vous apparaîtront nécessaires pour le complet accomplissement de votre mission. Le gouvernement vous les accordera sans aucune réserve. Bien que certaines personnalités aient décliné l'honneur qui leur a été fait, les membres de la commission étaient tous, plutôt tout ce qu'on a l'habitude d'appeler des personnages éminents. Pierre Béteille, son président, était conseiller à la Cour de cassation. On comptait aussi un recteur d'université, Pierre Dore, un gouverneur général honoraire des colonies, Robert de la Vignette, un ambassadeur, André-François Poncet, 2 avocats, maître Maurice Garçon et le bâtonnier Moliérac de Bordeaux, un ancien directeur de la justice militaire, Marcel Oudinot, le président de l'Union française des anciens combattants, Émile Pierret-Girard, le professeur Charles Richer de l'Académie de médecine, ancien déporté de Buchenwald, le professeur de Vernejoul, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le général Henri Zeller, gouverneur militaire de Paris, un ancien préfet de la Seine, Paul Hague. Il semblait difficile que des hommes de ce niveau se lassassent du paix, plutôt se laissassent duper. Pourtant, les circonstances dans lesquelles la commission avait été instituée auraient dû susciter quelques inquiétudes. Le Conseil des ministres annonçant la formation de la commission avait tenu à protester avec indignation contre une campagne organisée par les ennemis de la France et qui tend à présenter notre armée et notre administration civile comme employant systématiquement en Algérie des méthodes répressives contraires au respect de la personne humaine. Il déclarait ensuite simplement comprendre, pour la partager, l'émotion sincère de ceux qui souhaitaient ou qui souhaitent que soit décelé et châtié tout manquement individuel à cette politique voulue par la France, attachée à la sauvegarde des droits de l'homme. Le même communiqué précisait que la commission était instituée sur la proposition de Robert Lacoste, Max Lejeune et Maurice Bourget-Monory. Mais tous savaient, parmi ceux qui voulaient ou pouvaient savoir, que c'était de ces 3 ministres qu'était venue la plus violente opposition à quelque contrôle que ce fût sur les formes de la répression. Enfin et surtout, contrairement à ce qui arrivait dans les grands jours, la commission devait tenir séance à huis clos et réserver ses rapports au seul gouvernement. La première déclaration que fit son président, Pierre Béteille, fut pour démentir les accusations du doyen Péréga et pour rendre hommage aux parachutistes. L'Écho d'Alger s'en félicita le 6 juillet. Sur l'œuvre de la commission de sauvegarde, il est depuis longtemps possible d'exprimer un jugement libre et dépourvu de passion. Les principaux documents élaborés par ces soins sont de domaine public, sans que le gouvernement y soit pour rien. Ce fut Le Monde qui prit l'initiative de publier son rapport de synthèse. Il n'est pas douteux que la majeure partie des commissaires ont reçu leur travail d'une manière assez étonnante, plutôt conçu leur travail d'une manière assez étonnante. Tout compte fait, écrivait en août Charles Richer, un de ses anciens camarades de déportation, qui lui exprimait son émotion, une gifle appliquée à un lanceur de bombes, si elle épargne une vie humaine, n'a pas le côté tragique qu'on voudrait lui attribuer. Il s'agissait bien d'une gifle. D'un homme qui exprimait en privé de pareils sentiments, pouvait-on attendre qu'il manifeste beaucoup de compréhension pour les sentiments des Algériens, victimes de la répression? Visitant la prison de Barberousse, le professeur Richer et le général Zeller eurent un moment de pitié à la vue des cellules des condamnés à mort. 60 ou 65 hommes attendent là, parfois, 4 ou 5 mois l'exécution ou la grâce, entassés à 3 par cellule, alors que ces cellules sont faites pour un seul, à la rigueur pour 2. Mais ils ajoutent aussitôt,
Il est à noter que parmi ceux-ci, au dur du médecin, se trouvent de véritables fanatiques qui proclament la fierté qu'ils ont de mourir pour l'Algérie. Fanatisme que la promiscuité suscite et communique. Et il conclut, il est à signaler que les exécutions capitales s'effectuent, suivant la loi, dans la cour de la prison. Mais ces exécutions, malgré le secret, sont connues par les détenus et accompagnées par les hurlements, les cris et les chants des femmes, suivis souvent par ceux des hommes. Scène de cauchemar, nous a dit le médecin, pourtant habitué au pire. Ce médecin était bien à plaindre. Les commissaires, ou du moins certains d'entre eux, avaient aussi une bizarre conception des contrôles qu'ils devaient effectuer. Logés, nourris et transportés aux frais de la résidence générale, il s'agit du gouvernement général, écrivent encore le général Zeller et le professeur Richer, nous avons rencontré partout la meilleure volonté pour nous faciliter notre mission. 2 voitures étaient en permanence à notre entière disposition. Un convoi, encadrement par une demi-section en armes, montée sur Jeep, nous a permis de nous rendre à Bérougia, centre de détention, sans risque. Henri Zeller et Charles Richer n'en écrivent pas moins. Le secret sur nos inspections paraissait avoir été bien gardé, puisque tant à Bérouga qu'à Lodi, nous sommes arrivés, semble-t-il, à la surprise générale. Dans le cas des camps de Bérouagia et de Lodi, un tel manque de prudence n'était en réalité pas très grave, parce qu'en somme ces camps étaient assez bien tenus. Là où la chose devient tragique, c'est lorsque les 2 enquêteurs voulurent visiter un centre d'assignation à résidence, tenu par les parachutistes, c'est-à-dire un centre de torture. Ils demandèrent au colonel Trinquier de leur indiquer lui-même quel centre inspecter. Le colonel choisit le centre d'El Biar et la visite eut lieu le 19 juin 1957. Les commissaires n'eurent rien de particulier à relever. Fût-il arrivé la veille et à l'improviste, qui aurait encore trouvé Maurice Audin, dont l'arrestation avait été signalée par sa femme. Le 19, Audin allègue et le docteur Hadjadj, trop marqués par les tortures, sont transférés le temps de la visite. Le 21, Maurice Audin est assassiné. En vain sa femme s'était-elle adressée à toutes les autorités, y compris au professeur Richer. Celui-ci s'était contenté de répondre, ce même 19 juin, que la commission n'avait aucune qualité pour s'interposer entre la justice et les prévenus ou suspects. Ce qui revenait à dire que c'étaient les parachutistes et non la commission qui représentaient la justice. Cette légèreté signifiait que ces 2 hautes personnalités acceptaient de servir de couverture aux tortionnaires. Légèreté non involontaire, en vérité. Paul Tedjan ayant tenu devant Henri Zeller et Charles Richer un véritable réquisitoire. Ce discours devint, par le rapport, une allusion à certains grincements dans le fonctionnement normal de la justice. Une telle attitude fut cependant plutôt l'exception que la règle au sein de la commission. Celle-ci put, dans quelques cas, recueillir à tout le moins des informations et des documents importants. Il est vrai que parmi ces documents, bon nombre, et singulièrement le rapport Guillaume et les rapports Méret, se trouvaient déjà dans les mains du gouvernement. D'un autre côté, paradoxalement, c'est à Paris et non à Alger que la commission fut pour la première fois avertie de l'affaire la plus grave dont elle ait eu à s'occuper, la mort de plusieurs dizaines de musulmans asphyxiés dans des chais à vin. Il faut dire aussi que la commission avait posé d'étranges limites à son enquête. Par exemple, elle avait écarté, par principe de son champ d'étude,
tout ce qui se produisait immédiatement après le combat, ce qui revenait à couvrir les assassinats de prisonniers de guerre. Par principe, elle déclara aussi que les atrocités n'étaient que des erreurs individuelles, faisant ainsi sienne la thèse du gouvernement. Il est clair, disait le président de la commission dans son rapport de synthèse, que les hautes autorités civiles et militaires ne sont pas au courant des excès dont se rendent coupables leurs subordonnés. Et le même rapport soulignait l'élévation de pensée du général Massu. Dans une note remise à la commission le 1er septembre, Paul Tedgent avait pourtant été très explicite. Quand il affirme sur l'honneur que la torture est devenue un procédé couramment utilisé, on voudra bien éviter à l'auteur de ces lignes l'obligation d'en rapporter ici la preuve. Il lui suffira d'indiquer qu'1 an de police générale lui a permis de connaître avec précision trop de dossiers pour qu'il lui soit impossible d'alourdir cette note des archives de son service. Nous n'en sommes plus à ce que, le 11 mars 57, le général Massu qualifiait lui-même de bavure. Nous sommes bel et bien engagés dans la voie d'une systématisation de la torture que l'on ne craint plus de justifier. Paroles claires qui n'ébranlèrent pas beaucoup leurs destinataires. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.